Re-bienvenue, vous êtes sur Mediapart en direct, notre live spécial mensuel. Vous êtes avec ce journal dans sa rédaction qui crie des nouvelles pas comme les autres et qui a comme symbole un crieur de journaux. Je vous montre cela parce que nous sommes un peu en deuil et en même temps les absences sont aussi pour nous des présences de cet homme-là, François Maspero, notre ami François Maspero, qui a inspiré par sa vie d'écrivain, de libraire, d'éditeur, de traducteur, ce crieur qui était le symbole de sa maison d'édition. Je dis cela à tous ceux qui se sentent concernés, parce que c'est toute une génération d'horizons très différents, qui nous pose la question de ses obsèques, puisqu'il nous a quittés il y a quelques jours. En fait, son vœu est que ses obsèques soient dans la plus stricte intimité. Donc il y aura, courant mai, un rendez-vous public à Paris. Ses amis s'en occupent, essayent de trouver la salle et on vous dira la date. Voilà, François, nous te saluons. Nous te saluons avec deux invités qui d'ailleurs connaissent cette histoire et ont bien connu François Maspero sur Israël-Palestine. Est-ce que la guerre est le seul horizon ? Nous allons animer ce débat avec René Bachmann. René Bachmann a été près de 40 ans journaliste au Nouvel Observateur, a suivi le Proche-Orient notamment, Israël, Palestine, il connaît ça comme sa poche, et il a rejoint Mediapart. Vous avez pu lire ses articles et ses analyses. Alors nos deux invités, honneur aux dames, Leïla Chaïd. Leïla Chaïd, vous êtes née à Beyrouth, dans une famille palestinienne, on pourrait dire, de plusieurs générations de militants de la cause palestinienne, de la cause nationale palestinienne. Vous avez grandi dans cette histoire et cela vous a amené à vous engager vous-même et à être, c'est comme ça qu'en France et en Europe on vous connaît, une ambassadrice qui n'a pas sa langue dans sa poche de 1994 à 2005 en France et de 2005 au début de cette année, 2015, à l'Union européenne et en même temps Belgique et Luxembourg. Aujourd'hui, vous n'êtes plus ambassadrice, toujours militante, donc libérée de la diplomatie, vous allez sans doute nous parler sans aucune langue de bois, si d'aventure il y en avait une. Et je salue notre grand confrère Charles Anderlin, que nous soutenons, que nous défendons, que nous apprécions, qui est donc journaliste en Israël, correspondant du service public. Et je rappelle juste votre histoire, vous êtes né à Paris, on le dit pour les hommes, donc pas pour les femmes, en 1945, d'une famille qui venait de Lorraine et en fait plus essentiellement d'Autriche, de juifs autrichiens qui avaient fui le nazisme. Et en fait, après, à la fin de l'année 68, en décembre 68, vous décidez d'aller en Israël et là, en 70, vous allez prendre la nationalité et faire toute une carrière de journaliste en Israël. Alors, ce qui provoque notre rendez-vous, c'est un film que, au-delà du plaisir de vous avoir tous les deux, c'est un rendez-vous exceptionnel, c'est un film que vous pouvez voir tous sur Mediapart jusqu'à début mai, qui a été diffusé très tardivement et avec beaucoup d'attentes sur le service public français. Un film inspiré de ce livre-là, Au nom du Temple, sur les dangers, les menaces, les inquiétudes du messianisme juif, de ce mouvement dont vous expliquez combien il est au cœur de ce qui se passe en Israël aujourd'hui. Ce sera ma première question. Quand on voit ce documentaire, quand on lit ce livre, alors que les mouvements nationaux juifs, le mouvement sioniste, le mouvement national palestinien, ont tous au départ été dominés par des laïcs, quelle que soit leur culture, leur diversité d'origine, qui étaient du côté du pluralisme et pas du côté d'une politique ramenée à la religion. Est-ce que ça veut dire que la fatalité, c'est la guerre des religions, y compris avec un État israélien devenu un État religieux ? Israël a des aspects de théocratie. Le ministère de l'Intérieur est traditionnellement tenu par des religieux. Maintenant, l'avenir, franchement, je ne vous ferai pas de prévision, il ne faut jamais en faire dans cette région du monde. Les prophètes, ça n'existe plus. Je suis effectivement très inquiet parce que le zeitgeist, l'ambiance qui règne aujourd'hui en Israël, est sioniste religieuse et aussi le sionisme nationaliste.
Le sionisme libéral, la grande idée de Herzl à la fin du 19e, de créer un foyer juif libéral, le vice-président serait un arabe, cette idée-là, aujourd'hui, est extrêmement minoritaire. Face au nationalisme palestinien, on a eu toute une série d'échecs, échecs du processus de paix, échecs de toutes les négociations qui ont suivi. Et pour moi qui vis là-bas, mon environnement immédiat ne croit absolument pas à une paix possible avec les Palestiniens. Pour moi, c'est le succès de la communication gouvernementale israélienne de droite, à savoir Mahmoud Abbas ne veut pas la paix, ne peut pas la paix, c'est impossible. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait une gestion de crise. Et je suppose qu'on va en parler avec des épreuves de plus en plus violentes. Quand on regarde ce qui se passe, les affrontements par exemple avec Gaza sont de plus en plus près dans le temps et à chaque fois de plus en plus violents. Et si on reparle de Gaza, je crois qu'on va de nouveau vers un énorme accrochage. La situation n'évolue pas vers l'espoir. Leïla Chaïd, vous avez déjà débattu avec Charles Anderlin comme Oui, bien sûr. Très souvent, parce que Charles Anderlin, au-delà du travail remarquable qu'il fait comme correspondant, est peut-être le meilleur connaisseur de la société israélienne et celui qui a le courage de dire les choses comme il les pense et de l'analyser de l'intérieur. Avant ce livre, qui est très, très bon, sur le monde du Temple, il avait eu le courage de faire un livre quelques années auparavant avec des informations que personne n'avait, inclus moi et les Palestiniens, sur comment les Israéliens avaient secrètement fait en sorte que le Hamas prenne le pouvoir parce qu'ils pensaient que c'était le meilleur moyen de faire la guerre à Yasser Arafat et au courant laïque de l'OLP. Il est là, ce livre, je le montre, hein, c'est le grand aveuglement qui commence sur une scène stupéfiante en 1973 où le gouverneur général, le général qui est le gouverneur militaire de Gaza, participe à l'inauguration de l'immeuble des frères musulmans à Gaza. Mais ce qui est du coup au cœur de la même question, puisque donc, ce que montre ce livre, c'est que ce diable sorti de cette boîte, voilà, a été créé par ceux qui sont dans cette logique de guerre sans fin. Est-ce que ça veut dire pour la militante palestinienne que vous êtes aussi que la fatalité religieuse s'empare aussi du mouvement national palestinien? Ce n'est pas inévitable. Je dirais que dans la société palestinienne, il n'y a pas réellement d'emprise de la religion en politique, en particulier étant donné ce qui se passe dans notre région, avec la montée justement de la religion, du djihadisme terroriste, du fondamentalisme, du salafisme, c'est le meilleur repoussoir pour la jeunesse palestinienne qui ne suit pas ce mouvement. Mais je pense que le gouvernement de Netanyahou essaye depuis des années, et ça n'a pas commencé avec ce que nous voyons aujourd'hui, mais ce que montre le film, ça veut dire qu'il a toujours pensé, puisqu'il était contre Oslo, et donc, il a été élu après l'échec réellement des travaillistes, de ceux qui avaient porté Oslo. Et il a une stratégie, il a une vraie stratégie qui est de dire, parce qu'il veut rejoindre, disons, la guerre de civilisation de M. Bush, il veut dire, voilà, rappelez-vous, il a dit en 2001, au moment de la seconde intifada, moi j'ai mon Ben Laden, c'est Yasser Arafat, donc je fais partie du monde judéo-chrétien qui combat l'islam. Et donc il pense que encourager un conflit religieux, c'est attirer une alliance avec ce qu'il appelle, lui, le monde libre, le monde qui lutte contre le fondamentalisme. Donc il nourrit l'affrontement. C'est pour ça qu'il a lâché les brides aux colons, qui sont un mouvement nationaliste religieux, les colons dont parle Charles Anderlin en particulier, c'est-à-dire le Gouche Emonim. Nous les appelons ceux qui à la kippa tricotée. C'est comme ça qu'on les reconnaît des autres. Parce que nous connaissons aussi très bien la société israélienne. Et je pense qu'ils jouent avec le feu, parce que la région est en train de vivre malheureusement aussi des mouvements fondamentalistes, religieux, politiques, quelquefois terroristes, sans le conflit israélo-palestinien, à cause de, je dirais comme je le pense,
la stupidité de la politique américaine qui a ouvert une boîte de Pandore en Afghanistan, en Irak, après en Libye et maintenant au Yémen, et en Syrie. Et de cette décomposition des sociétés et des États, s'est créé un vide que remplissent les plus fanatiques, les plus criminels des mouvements djihadistes. Et donc, il est en train de répondre à ça en encourageant un mouvement religieux nationaliste, messianique israélien, qui peut nous amener vers un conflit qui va devenir totalement religieux contre la volonté de la majorité des Palestiniens qui considèrent que c'est un conflit colonial, c'est un conflit sur la terre, c'est un conflit qui a une solution, on la connaît tous, c'est celle des deux États. Et en détruisant la possibilité d'un État, parce qu'il est en train, avec la colonisation, le plus grave, c'est qu'il détruit les bases possibles d'une solution. Parce qu'une fois qu'il... Vous savez combien de colons il y a aujourd'hui? Il y en a 600 000 entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Il y a un mur de 700 km de long. Il y a un grignotage des territoires avec une annexion de fait de la zone C. Comment voulez-vous faire un État palestinien si il a créé un fait accompli irréversible? Et je pense qu'il est en train d'aller vers un affrontement. D'ailleurs, il le dit. Moi, je l'ai entendu, j'ai eu des débats à l'Assemblée nationale française où certains représentants m'ont dit c'est une guerre de religion, ce n'est pas du tout, comme vous dites avec M. Barnavi, une guerre coloniale, mais c'est une guerre de religion, c'est nous contre l'islam. Comme si l'un et l'autre, vous étiez chacun minoritaire dans votre camp. Nous le sommes, d'une certaine manière. J'essaye de ne pas exprimer de position politique, en tout cas en Israël. Cela dit, dès la minute où, en faisant mon travail de journaliste, j'utilise le langage de la communauté internationale, ce ne sont pas des territoires libérés, ce ne sont pas des territoires disputés, ce sont des territoires occupés, on vous met l'étiquette gauchiste. Netanyahou, pour ce qui est de la Cisjordanie, est quand même extrêmement prudent. D'abord, il veut absolument maintenir autant que possible. Et là, c'est une certaine dichotomie. D'une part, il fait pression sur l'autorité autonome, retient des taxes. Et de l'autre, il veut absolument conserver la coopération sécuritaire avec la police palestinienne d'Abbas. C'est d'ailleurs ce que lui répètent les généraux israéliens sans arrêt. Côté israélien, ce qui est intéressant et ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des généraux israéliens qui affirment et qui se présentent comme ça, nous avons des visions professionnelles, sécurité, défense. Nous ne sommes pas du tout des grands amis des Palestiniens, mais nous ne voulons pas d'intifada autant que possible, ce n'est pas la peine. Envoyer ensuite des unités du contingent faire de l'ordre dans les territoires, ce que les petits soldats israéliens ne savent pas faire, c'est obligatoirement des morts, des blessés, de nouveau la catastrophe. Donc les généraux israéliens disent sans arrêt à Netanyahou, il faut y aller prudemment. Alors là, par exemple, ils essayent par des petits gestes de faire baisser la tension, alors que de l'autre côté, vous avez les déclarations de la droite israélienne et du gouvernement. Netanyahou, pendant la campagne électorale, il n'y aura pas d'État palestinien. On le savait, mais le dire comme ça, surtout aux Américains, c'était autre chose. Et ils disent un État. Alors, par exemple, ils viennent d'autoriser quelques dizaines de médecins palestiniens, pour la première fois depuis 15 ans, à aller en voiture en Israël, dans les hôpitaux, etc., aller à Jérusalem-Est. C'est des petits gestes que les généraux essayent de faire passer, et puis il faut transférer les taxes, le fruit des taxes palestiniennes qui appartiennent au peuple palestinien, parce que l'autorité autonome, par exemple, cesse de payer les flics palestiniens. Alors si les flics palestiniens ne sortent pas, ne font pas régner l'ordre, connaissez ma position à plusieurs reprises, je pense que tout cela, en fait, ne fait que pérenniser l'occupation. Lorsque, là, je rencontre tes dirigeants à Ramallah, les yeux dans les yeux, vous savez, vous n'aurez pas d'État palestinien, c'est fini. Et même si on arrive à un accord sur la Cisjordanie, avec, je sais pas, des échanges de territoire, essayer d'avoir le moins de colons possible ou autre, un accord sur Jérusalem-Est, l'esplanade des mosquées, le mont du temple du judaïsme, c'est impossible. Toutes les négociations ont jusqu'à présent échoué sur Jérusalem-Est, sur l'esplanade des mosquées, mont du temple. Donc, tes dirigeants me disent, on sait, c'est fait.
Il n'y aura pas. Oui, mais alors, vous acceptez, après je passe la parole à René, mais cette défaite, parce que c'est ce qu'il vous dit. Non, moi je ne suis pas d'accord du tout sur le fait qu'on accepte. Je suis d'accord que la réalité, j'ai commencé par la dire, c'est une stratégie systématique de destruction de la possibilité d'un État. Netanyahou est le plus lucide, le plus déterminé et celui qui ne pèle pas le Nord. Depuis la première fois où il a été élu, c'est la 3e fois qu'il est élu. Et c'est fait depuis qu'il a été élu la première fois en 1999 qu'il suit la même politique de sape de l'État, de la possibilité d'un État. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau et qui est très dangereux, c'est qu'il est en train maintenant de passer de la colonisation du territoire pour empêcher l'État palestinien à la transformation du conflit en un conflit de religion. Il faut se demander pourquoi, et on le voit dans le film, pourquoi est-ce qu'il permet aux colons les plus extrémistes de travailler et à la destruction du Haram al-Sharif, qui est le lieu saint, le 3e lieu saint, non seulement des Palestiniens, mais d'un milliard de musulmans dans le monde, jusqu'en Indonésie et en Malaisie. Et que ces gens, et le film les montre, et c'est pour ça que c'est tellement intéressant, sont en train de préparer non seulement la maquette, mais même le rituel de l'ouverture du temple. Oui, vous pensez réellement que l'armée israélienne, vous pensez vraiment que l'armée israélienne ne peut pas empêcher ces gens de rentrer dans l'esplanade qu'on voit dans le film et d'aller défier les musulmans qui prient. Rappelez-vous, lorsque Sharon était rentré en 2001, il y a 14 ans, on avait eu combien de morts? 80 morts. Mais vous avez aujourd'hui, si on touche à une pierre, et or il y a des, comme on a vu encore dans le film, il y a des fouilles qui se font sous terre. Netanyahou le fait sciemment et volontairement. C'est pour ça que vous avez des généraux israéliens qui sont assez responsables et qui disent, mais Netanyahou, il est en train de déclencher une guerre contre l'islam à Jérusalem et il est en train de menacer de faire une guerre contre l'Iran parce qu'il est contre l'accord avec l'Iran. Netanyahou est un idéologue qui croit, vous savez ce qu'il a dit au Congrès lorsqu'il a été défié Obama? Il a dit le peuple juif est devant Amalek. Dis-leur qui est Amalek. Il se croit. Amalek, c'est le diable. C'est le diable dans la tradition un peu eschatologique du judaïsme. Tout à fait. Maintenant, l'esplanade des mosquées, il y a une limite à ce que le gouvernement israélien permettra, parce qu'ils savent parfaitement que dès la minute où il a par exemple l'autorisation de la prière juive sur l'esplanade des mosquées, sur le 3e lieu saint de l'islam, c'est la rupture avec la Jordanie et peut-être même avec l'Égypte. Elle était presque arrivée, puisque les Jordaniens ont retiré leur ambassadeur à un moment Il est revenu. Oui, il est revenu, et à l'heure actuelle, vous savez, Netanyahou est suffisamment malin et fin pour savoir jusqu'où il peut aller, y compris dans la colonisation. On a eu des annonces de milliers de constructions à Jérusalem-Est avant le scrutin. Maintenant, c'est bloqué. Alors, il attend un peu. L'esplanade des mosquées, Mont du Temple, c'est de la religion pour l'instant. Maintenant, la crainte des organisations, des ONG israéliennes qui surveillent ce qui se passe, des ONG de gauche qui surveillent ce qui se passe à Jérusalem, c'est qu'on ait effectivement des fanatiques qui fassent quelque chose. Dans les années 80, on a eu Yehuda Etzion et son équipe, qui est dans mon film. Ils avaient préparé une bonne tonne d'explosifs pour faire sauter le dôme du Rocher. Aujourd'hui, tout cela est relativement surveillé. Je ne pense pas qu'il y aura un changement de statut pour les Juifs sur l'esplanade des mosquées parce que ça entraînerait une catastrophe régionale et Netanyahou est suffisamment prudent dans sa politique pour ne pas le faire. Peut-être que ce n'est pas une volonté j'espère que Netanyahou a le sens de responsabilité, surtout son gouvernement et votre armée. Mais vous savez, lorsque la situation régionale est tellement inflammable, on ne contrôle pas tout. Ni Netanyahou, ni Obama, ni personne ne peut contrôler totalement ce qui peut se passer. Il suffit qu'un musulman considère qu'on est en train de blasphémer pour qu'il s'immole. Je ne sais pas, nous avons vu des attaques contre des rabbins dans une synagogue il y a quelques mois à Jérusalem. C'est comme une boule de neige. Et je pense qu'on sous-estime cette atmosphère qui règne de fanatisme religieux, combien elle a aussi son importance, parce que la Palestine reste, pour la majeure partie du monde arabe et musulman, une cause quand même très importante dans leur... Même si aujourd'hui, il y a des tas d'autres situations qui sont très graves au Yémen, en Syrie, en Irak et ailleurs.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que pour Netanyahou, le projet stratégique essentiel, c'est une sorte de préservation du statu quo, avec de temps en temps un peu de violence comme à Gaza, parce que je rappelle qu'il y a eu 3 guerres en 7 ans, si j'ai bonne mémoire, et de temps en temps un peu de négociation. De moins en moins de négociations, de plus en plus de guerres et de plus en plus de colonisation. Le tout constituant une espèce de substrat dans lequel il peut développer, lui, sa propre société, en oubliant complètement qu'il y a une autre société de l'autre côté du mur. Oui, tout à fait. Ce que vous venez de décrire là est exactement ce qu'il fait depuis 1999. Et nous avons, parce que nous avons été d'une candeur inégalée, nous avons donné toutes les chances à 8 premiers ministres israéliens depuis les accords d'Oslo. Depuis 1993, nous avons eu 8 différents premiers ministres. Je dirais que le dernier sérieux était Rabin, et c'est pour ça qu'ils l'ont assassiné. Tous ceux qui sont venus après Rabin sont venus avec l'idée de détruire les bases d'Oslo, mais avec l'intelligence, ce qu'a dit Charles, d'une communication qui prétendait qu'au contraire, que nous voulons négocier, nous allons à Camp David, nous allons à Sharm el-Sheikh, nous allons à White River, nous allons... Mais tout ça était en fait la figue, la feuille du figuier pour cacher le fait que sur le terrain, ils construisaient un fait accompli irréversible qui est la colonisation de la terre. Mais je dirais que tout ça, tant que c'était dans une atmosphère où il y avait des pays arabes qui avaient une position unie de soutien à la Palestine, que vous aviez une politique étrangère américaine un peu claire, que ce soit au moment de Clinton ou de Bush, lorsque ça a lieu dans un moment comme celui-là, où le monde arabe est lui-même divisé, parce que vous avez l'affrontement Arabie saoudite-Iran, vous avez une guerre civile en Irak, en Syrie, au Yémen, en Libye, vous avez une situation explosive en Palestine parce que rien n'est résolu. Netanyahou pense qu'il peut de temps en temps calmer les esprits et demander la coopération sécuritaire et permettre à quelques 100 médecins d'arriver en voiture. C'est cosmétique. Les Palestiniens ne peuvent plus entendre parler de négociation. Si vous dites le mot processus de paix, les gens tournent le dos et partent. Ils sont excédés parce qu'ils souffrent de l'occupation quotidienne. Leur vie n'est pas une vie, c'est une vie de gens piétinés tous les jours, surtout les jeunes. Et ce n'est pas du tout par fanatisme, mais ils veulent vivre libre. Ils ne peuvent plus supporter votre double langage en Occident. Ça veut dire que lorsqu'il s'agit du Koweït, on envoie l'OTAN et on envoie les armées françaises et américaines et arabes libérer le Koweït. Oui. En 1991, lorsque Saddam Hussein occupe l'Irak. Et dans les Balkans, lorsque les Serbes attaquent les Bosniaques et les Kosovars, on envoie l'OTAN. Mais lorsqu'il s'agit d'Israël, comme si Israël était un État protégé par quelque chose de supranaturel et qu'elle n'était pas redevable d'explication devant la communauté internationale. C'est devenu quelque chose d'insupportable physiquement pour tout citoyen palestinien, qu'il soit chrétien, musulman, de gauche ou de droite, parce que c'est 48 années d'occupation militaire qui est une violation fondamentale du droit de n'importe quel peuple qui vit sous l'occupation. Apparemment, une partie des Palestiniens, au moins, espérait que l'Union européenne allait jouer le rôle que les Américains n'ont pas été capables de jouer, et être là au moins comme une sorte d'intermédiaire ou comme une sorte de protecteur dans la négociation, ou de garant que la négociation se passe bien. L'Union européenne n'a jamais voulu ou n'a jamais pu. Oui, je ne sais pas si elle n'a pas voulu, mais en tout cas, elle a complètement raté le coche, parce que le dernier étant le projet de M. Kerry, vous savez que M. Kerry a repris une tentative de négociation indirecte l'année dernière, qui a duré 10 mois, jusqu'à pratiquement avril, et M. Kerry a dit aux Européens, ne vous mêlez pas de mes affaires. Je veux dire, le drame des Européens, ce n'est pas qu'ils ont seulement peur d'Israël et que donc ils ne font pas respecter leur propre accord d'association avec Israël qui dit qu'Israël doit respecter les accords de paix. Ils ne le mettent pas en pratique. Ils le mettent en pratique lorsqu'il s'agit de l'Égypte, de la Tunisie, du Maroc, mais pas d'Israël. Mais par contre, ils ont vraiment un problème avec les Américains. Ça veut dire, lorsque les Américains leur disent « vous ne vous mêlez pas des négociations que moi je veux mener tout seul », parce que les Américains ont mené les négociations d'Oslo tout seuls, les Européens acquiescent. C'est ça la tragédie. C'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas
ce n'est pas seulement la volonté, mais la force face aux Américains, pas seulement face aux Israéliens. Et c'est un problème que j'ai compris uniquement après 10 années de travail à Bruxelles. Au début, je pensais que le problème était la culpabilité de l'Europe à l'égard du génocide. Il y a de quoi se sentir coupable, je peux comprendre. Mais ce n'est pas ça seulement. Ça, c'est dans les opinions publiques. Au niveau des gouvernements, c'est leur sentiment qu'ils sont mineurs à côté des grands décideurs du monde qui sont les Américains. Vous voulez dire que l'Europe a intégré une sorte de bas-côté de l'histoire? Elle a intégré l'idée, elle se croit encore après la guerre, et qu'elle doit aux Américains une protection, un plan Marshall qui a reconstruit l'Europe, et qu'elle n'a pas les moyens, parce que les Américains ne veulent pas que quelqu'un vienne partager avec eux. Et donc, il faut une vraie volonté d'un vrai dirigeant européen. Or, l'Europe, c'est 28 pays. Comment vous dirigez une Europe avec 28 chefs d'État? C'est très compliqué. En même temps, il n'y a pas de personnalité aujourd'hui en Europe qui, elle, parce qu'il pourrait y avoir une locomotive en Europe. Mais dites-moi qui? C'est sûrement pas Merkel qui veut le faire sur le plan économique et financier pour les raisons qu'on connaît de la force économique de l'Allemagne. Qui va être la locomotive qui va tirer les Européens vers un rôle plus important au niveau de la politique étrangère moyen-orientale? Vous faites d'une certaine manière le bilan de vos 10 ans à Bruxelles, oui, c'est-à-dire je l'ai fait, bien vous sûr. venez de le faire. Alors oui. peut-être faut-il faire aussi le bilan par rapport à la France. En plus, vous vivez en France en grande part. La France dans tout ça? Écoutez, sous François Hollande et sous Nicolas Sarkozy. François Hollande qu'on a vu faire un toast à Netanyahou dans une réception privée. Oui. Mais ça c'est une anecdote. Mais revenons à l'essentiel. La France, qu'elle le veuille ou pas, je le dis très sincèrement, qu'elle le veuille ou pas, a un rôle à jouer parce qu'elle a été une puissance coloniale très présente au niveau du Liban, au niveau de la Syrie, au niveau du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Elle n'est pas comme n'importe quel autre État européen. Les Suédois ne nous ont jamais colonisés, les Norvégiens non plus, les Espagnols non plus. Ils ont été en Amérique latine. Donc, l'Angleterre et la France ont une place importante. Le premier qui a donné à la France un rôle, c'est Charles de Gaulle. Et donc, c'est sûr que Charles de Gaulle avait le sentiment qu'il devait diriger, en tout cas donner à la France le rôle d'une grande nation qui a une politique étrangère. Et il a assumé, lorsqu'il a été critique à l'égard d'Israël en 1967, dans sa fameuse déclaration, parce qu'il pensait que la proximité de la France au monde arabe lui donnait... Une déclaration plus complexe que ce qu'on retient, cité, le peuple sûr de lui est dominateur. Ce n'était pas une insulte, c'était une analyse. Et il avait le courage de ces analyses. Mais il comprenait qu'il avait un avantage sur les Américains, c'est que les Arabes, ça veut dire la politique méditerranéenne actuelle, ce sont ses voisins. Les Américains, ils s'en foutent de la Méditerranée. Alors, vous parlez du passé de De Gaulle, mais Hollande a oublié ça. Est arrivé Mitterrand, est arrivé Chirac, et on a aujourd'hui Hollande. Alors, moi, j'entends dire, bien sûr, qu'il y a une initiative française nouvelle, puisqu'il y en a eu une au Conseil de sécurité, qu'il y a une nouvelle initiative, que le ministre Fabius souhaite revenir au Conseil de sécurité avec une résolution qui pourrait être ce qu'on appelle le framework, le cadre qui rappellerait les paramètres nécessaires. Parce que mon président ne veut plus aller dans des négociations bilatérales. Il dit, moi j'ai essayé maintenant depuis 12 ans, ça ne sert à rien, et en particulier avec Netanyahou, donc je ne retournerai pas à des négociations bilatérales. Vous voulez négocier? Allons aux Nations Unies, allons au Conseil de sécurité, et vous, membres permanents, comme l'Union européenne n'a pas de siège, c'est les pays comme la France, comme l'Angleterre, qui ont des sièges permanents au Conseil de sécurité, qui peuvent, eux, lancer. Mais pour que ça réussisse, il faut que les Français convainquent les Américains d'appuyer cette résolution. Seuls, ils ne pourront pas. Parce que, malheureusement, c'est la réalité de la structure du Conseil de sécurité. En d'autres termes, ça prouve quelque chose que les Israéliens ont très longtemps reproché aux Palestiniens. Les Israéliens, pendant très longtemps, ont dit on ne peut pas discuter avec eux, on n'a pas d'interlocuteur. Maintenant, on peut dire pratiquement l'inverse. Oui. Les Palestiniens sont sur le point de dire aux Israéliens mais on ne peut pas discuter avec vous, on n'a pas d'interlocuteur. Les bases même sur lesquelles on pourrait discuter n'existe plus. Vous ne voulez pas d'État palestinien, vous continuez de coloniser, donc la négociation est impossible. L'autre voie est-elle uniquement les Nations Unies? Pour les Palestiniens, c'est ce que mon président a dit. Mon président a dit, Netanyahou a déclaré, il a dit, je ne peux pas ne pas, ce que vient de dire Charles, il a dit 2 jours avant les élections du 17 mars, tant que je serai Premier ministre, il n'y aura pas d'État palestinien. Et donc, mon président a dit, je prends note,
Donc, qu'est-ce que je vais aller discuter avec lui, puisqu'il a été élu et il a gagné, d'ailleurs, dans un meeting de la campagne électorale le lundi. Et il est passé de 24 sièges pour le Likoud à 30 parce qu'il a fait cette promesse, parce qu'il a été cherché dans l'électorat que vous avez vu dans le film de Charles Anderlin, qui sont des nationalistes extrémistes, racistes et fiers de l'être, ceux qui ont voté pour celui qui ne donnera jamais aux Palestiniens un État. Mais est-ce que dans la société israélienne, il y a encore des gens qui pensent qu'ils doivent être un interlocuteur? Oui, si on fait un sondage du côté des Juifs israéliens et même des Arabes israéliens, une majorité dira oui, on veut la paix. Maintenant, il s'agit aussi de définir de quelle paix, de qu'est-ce qu'ils sont prêts à donner. 60% de la Cisjordanie, tu acceptes? Mais pas avec ça, pas avec ça. Lorsqu'on rentre dans le détail, tous ces sondages s'évaporent. En fait, vous savez, des accords cadres, des résolutions des Nations Unies, il y en a quand même pas mal. Je me rappelle la feuille de route du quartet. Quand Miguel Moratinos, Terry Larsen, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur américain est allé le porter à Sharon. Miguel Moratinos et Larsen sont allés le donner à Bouamar, à Yasser Arafat. Voilà, à partir de maintenant, vous arrêtez la violence, les Israéliens arrêtent la colonisation, et c'est une feuille de route pour la création d'un État palestinien. Quelque temps après, toutes les étapes, oui. Tout y était, avec des dates et tout. Et puis j'ai vu Miguel Moratinos peu de temps après, je lui ai dit, Miguel, je suis désolé, mais votre feuille de route, c'est la route qui mène aux colonies. À ce moment-là, l'autorité autonome de Mahmoud Abbas a reconstruit, avec l'aide des Américains, des Jordaniens et des Israéliens, de nouvelles forces de police et de sécurité. Le calme est revenu en Cisjordanie, l'économie a un petit peu redémarré. Le Premier ministre Salam Fayyad a mis en place des institutions extraordinaires qui fonctionnent, mais qui aujourd'hui sont complètement bloquées. Maintenant, pour moi, je vois les choses différemment. Je crois que les Palestiniens, les Français peuvent aller au Conseil de sécurité autant qu'ils veulent. Finalement, aux États-Unis, l'affaire israélo-palestinienne est une affaire intérieure américaine. Dès que vous parlez d'Israël aux États-Unis, au Congrès, c'est une affaire intérieure américaine. À partir du moment où un milliardaire nommé Sheldon Adelson peut aller voir chaque représentant, chaque sénateur et lui dire « Vous votez ce que demande Netanyahou et vous aurez 200 000 $ de plus pour votre campagne électorale. » Ben, c'est fichu. Et puis même en France, l'affaire israélo-palestinienne, telle que je la vois depuis Jérusalem, c'est une affaire intérieure française. Quand on a des dizaines de milliers de pro-palestiniens qui manifestent dans les rues à Paris, et pas du tout sur d'autres sujets, à mon avis, tout aussi graves, les chrétiens en Syrie, Yarmouk, les Palestiniens de Yarmouk qui meurent par milliers, assassinés. Mais si c'est une affaire israélo-palestinienne, il y aura des milliers de gens dans les rues, et ensuite vous aurez des contre-manifestations venues de la communauté juive. En Europe, en France, en Allemagne en partie, en Espagne, aux États-Unis, c'est une affaire intérieure. Et pour avancer, il faudrait que les gouvernants, les dirigeants de ces pays surmontent leurs problèmes intérieurs et disent aux communautés qui, en fait, finissent par s'affronter, les pro-israéliens, les pro-palestiniens, vous nous laissez maintenant tranquilles. Je ne crois absolument pas à ce qu'une nouvelle résolution des Nations Unies peut apporter, qu'elle soit française ou autre. Parce que Miguel Moratinos, quand je lui ai dit c'est la route vers les colonies, il m'a dit, tu sais Charles, nous les diplomates, on a toujours besoin de papier. Alors cette résolution de l'ONU, ce sera de nouveau un papier. Oui, mais que Mahmoud Abbas pourra montrer, écoute, il a 80 ans, je sais, tu le sais, il envisage son départ. Il envisage son départ avec ce qu'il va laisser, c'est-à-dire des résolutions aux Nations Unies, des résolutions à l'Assemblée générale des Nations Unies, des reconnaissances du plus grand nombre d'États dans le monde. La CPI tout récemment, la Cour pénale internationale. Oui, bon, on verra aussi jusqu'où ça va, parce qu'il y a déjà les Américains qui sont aux commandes derrière, à la demande du gouvernement israélien. Je crois qu'il faut cesser de parler de ces vieux papiers, solutions à deux États. Je crois qu'il faut essayer de réfléchir à autre chose, confédération ou je ne sais pas quoi. Quand on parle... C'est-à-dire abandonner l'idée des deux États. C'est ça la voie réaliste, même pour un partisan de la paix comme vous. Telle qu'elle est présentée aujourd'hui, oui. Est-ce qu'on peut penser à une fédération ?
Est-ce qu'on n'évacuera pas 400 000 colons? Il y aura guerre civile et aucun gouvernement israélien, même de gauche, se lancera dans l'évacuation de dizaines de milliers de colons. Tout simplement, ils n'auront pas les forces pour le faire. Et un État binational n'est pas... Un État binational, ce sera la catastrophe. Meir Dagan, ancien patron du Mossad, légendaire patron du Mossad, manifestation de gauche il y a à peine un mois, dit « Netanyahou nous conduit à l'État binational, c'est la fin du sionisme. Oui. Et c'est la fin de son sionisme, c'est-à-dire le sionisme libéral, qui s'arrête à la ligne verte. » Je voudrais dire que je partage entièrement l'avis de Charles sur le fait que ce qui compte est maintenant de sortir de cette, comment dire, un peu cette pièce de théâtre qu'on a jouée depuis Oslo et qui s'est terminée par elle-même. Et on pourra essayer de souffler la vie de nouveau dans ce processus, on ne pourra plus vraiment le réanimer. Il faut avoir le courage, et ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire seul, nous et les Israéliens. C'est là où je dirais que la diplomatie a failli, la diplomatie internationale. Et ce n'est pas une question seulement de personnes, François Hollande ou Merkel ou Cameron. C'est plus grave, c'est la diplomatie internationale. Elle a montré son incapacité d'assurer la paix et la coexistence dans cette région du monde. Parce que nous ne sommes pas seuls, il y avait une partie tiers qui accompagnait ce processus depuis 1993. Elle doit sortir du... Vous parlez de langue de bois. C'est la diplomatie internationale qui parle une langue de bois. Ça veut dire revenir à des résolutions et à des... Ce qui compte, c'est ce qui se passe sur le terrain. Les Palestiniens, maintenant, ne s'intéressent plus que ce que leur arrive tous les jours dans leur vie quotidienne, qu'elle soit en Palestine ou à Yarmouk ou dans les camps de réfugiés de Jordanie. Et les Palestiniens sont jeunes, sont dynamiques, sont pleins de vitalité, ils n'ont pas de complexe d'infériorité, ils n'ont pas non plus un complexe de supériorité. Ils n'accepteront plus moins que l'égalité des droits. Que cette égalité soit dans une confédération, une fédération, 2 États, un État binational, ce que vous voulez, ce n'est pas important. 1, 2, 3, 4 États. Ce qu'il faut, c'est qu'ils savent qu'ils sont comme tous les citoyens du monde, nés libres et égaux, qu'ils ne sont pas, ils ne voient pas de différence entre le juif, le musulman et le chrétien et l'athée, qu'ils veulent être des citoyens à part entière, et eux, comme tous ceux qui ont fait les révolutions arabes, parce qu'elles ne sont pas mortes les révolutions arabes, même si aujourd'hui il y a des islamistes qui sont au pouvoir, parce que les révolutions, elles ont eu lieu. Elles ont perdu l'institutionnalisation de leurs acquis à travers le système parlementaire et les élections. Parce que pour faire des élections et les gagner, il faut avoir des partis, des syndicats, il faut connaître les règles du genre. Qui a fait les révolutions? C'est des mouvements sociaux. C'est les femmes, c'est les jeunes, c'est pas du tout des partis politiques. Mais ils sont là et ils grondent sous terre. Et les Palestiniens considèrent qu'ils sont dans la même lignée de cette intifada. Qu'ils ont même été les premiers. Qu'ils ont même été, mais pour ne pas être prétentieux, il ne faut pas dire on était les premiers. Mais cet esprit de intifada, cet esprit de la résistance, de la résilience, de la confiance en soi, mais dans l'égalité et dans le respect du droit de l'autre. Ce qui est très beau en Palestine, c'est que c'est jamais contre l'autre, mais avec l'autre. Et nous, on a dit, c'est nous qui avons dit aux Israéliens, nous voulons faire un pays avec vous, avec 2 États côte à côte, mais qui se respectent mutuellement. Les Israéliens ne nous ont jamais rien proposé, ni ça, ni autre chose. Mais c'est pour ça que nous sommes forts, parce que nous ne sommes pas dans le déni de l'autre, mais dans une solution qui donne à chacun sa place. C'est pour ça qu'on est tellement présent aussi, parce que ça symbolise quelque chose. Mais là où il y a une faillite totale, c'est au niveau des institutions internationales et de la diplomatie de vos pays. Parce que recommencer cette rengaine de blablabla est devenu pour les Palestiniens, regardez-moi la diplomate, comme je suis peu diplomate, en vous disant que ça m'est devenu à moi insupportable d'entendre parler de processus de négociation ou de processus de paix, lorsque je vois qu'aujourd'hui, Daesh entre à Yarmouk, le camp de réfugiés qui comptait 350 000 personnes, dont 180 000 Palestiniens, pour d'un côté couper la tête des Palestiniens par les militants de Daesh, et de l'autre par l'armée syrienne qui les bombarde avec des tonneaux de dynamite comme elle le fait sur ses propres citoyens. Et qu'est-ce que vous faites? Vous regardez, parce que vous êtes omnubilés par l'Ukraine et parce que vous avez une crise en Grèce. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Le président Obama est très content parce qu'il a réussi son truc avec Cuba
et avec l'Iran, mais ça ne résout pas le problème de ce qui se passe au Proche-Orient. Est-ce que cette force des Palestiniens que vous venez de décrire, est-ce qu'elle n'est pas aussi diminuée, très fortement diminuée, par le fait que les Palestiniens ne sont pas unis, qu'ils sont divisés très profondément, qu'ils sont divisés entre des gens qui souhaitent, qui adhèrent à ce projet, et d'autres qui n'adhèrent pas à ce projet. C'est une grande faiblesse, ça. C'est vrai, René, qu'ils sont divisés, et c'est quelque chose qui est vécu. Il faut rappeler aux spectateurs et aux abonnés de Mediapart que dans l'histoire de plus d'un demi-siècle, ça fait 66 ans que la cause palestinienne existe. En 66 ans et un siècle que les Palestiniens se battent, c'est la première fois qu'on prend les armes les uns contre les autres à Gaza en 2007. Et une des raisons, ça a été un traumatisme terrible. C'était la première fois dans notre histoire. C'était un énorme traumatisme. Et une des raisons, c'est parce que ceux qui nous ont encouragés à aller vers les élections ont bousillé nos élections en refusant d'accepter et de respecter le verdict des urnes, en boycottant le fait que le Hamas avait gagné démocratiquement. En tout cas, tout compte fait, on diabolisait le Hamas. On diabolisait. Non seulement ça, on n'avait pas légitimement le droit de refuser le résultat des urnes qui ont été surveillées par le monde entier. Ce n'est pas parce que ça ne plaît pas à l'Union européenne et à M. Obama qu'on l'annule. C'est ce qui s'est passé. Et donc, le Hamas a pris par les armes le pouvoir à Gaza, et elle y est encore. Et aujourd'hui, bien sûr, elle sent qu'elle est soutenue par d'autres mouvements islamistes à travers le monde arabe et musulman. Mais je dirais qu'aujourd'hui, dans la société palestinienne, beaucoup de gens qui ont voté pour le Hamas ne sont plus prêts à voter pour le Hamas. Parce que le régime qu'ils ont dirigé depuis 2007, ça fait combien? 8 ans, n'était pas exactement celui qu'ils espéraient lorsqu'ils ont voté pour eux. Inclus certains chrétiens ont voté pour le Hamas. Et donc, ils ont mis beaucoup d'eau dans leur vin sur quel est le genre de gouvernement ou de pouvoir ou de gouvernance qu'ils veulent. Ils veulent avant tout une gouvernance qui n'est pas corrompue, où les affaires sont séparées de la gestion de la vie quotidienne des citoyens. Deuxièmement, ils veulent des professionnels. Ça veut dire des gens qui savent de quoi ils parlent lorsqu'ils sont ministres de l'économie ou des finances ou de l'environnement ou de l'industrie ou de l'agriculture. Ils ne veulent pas des idéologues parce que celui-là était le chef d'un mouvement, parce que ça c'est le problème de tous les mouvements de libération, les Vietnamiens, les Algériens, les Cambodgiens et les Sud-Africains. Regardez ce qui se passe en Afrique du Sud aujourd'hui. Et donc, la jeunesse palestinienne fait partie de la jeunesse universelle. Vous savez, avec... leur éducation, ils lisent Mediapart actuellement. Ils vous regardent. Exactement. Depuis le centre culturel. Nous avons le plus haut taux de diplômés universitaires dans le monde arabe, relativement à notre petite taille. Donc le niveau d'éducation est tel, et ce niveau d'éducation leur permet non seulement de suivre de loin, mais aussi en tant que techniciens de travailler dans le Golfe, en Amérique. Vous avez des Palestiniens dans le monde entier, mais qui regardent tous vers leur pays. Ceux-là, ils veulent un gouvernement démocratique, un gouvernement laïque, un gouvernement qui n'est pas contre Israël si Israël reconnaît son existence. Et certains voient d'ailleurs, avec la même classe sociale, le même milieu israélien, une possibilité de création de milieux économiques et industriels intéressants parce qu'ils font partie du monde moderne. Ils n'ont pas de problème de frontières nationales, d'identité nationale. Ce qu'ils veulent, c'est une bonne vie et surtout le respect de leur dignité et une capacité d'avoir un avenir radieux à l'avenir. Charles Anderlin, parce que ce que nous dit Leïla Chaïd, parce que j'allais poser une question justement sur le surgissement des peuples, parce que dans tout ce théâtre d'ombre, on oublie souvent les peuples. Oui. Alors, de certaine manière, Obama s'est trompé, a oublié que le peuple israélien peut lui échapper, puisqu'il a voté Netanyahou. Mais aussi, il y a donc en effet cette réalité depuis maintenant 4 ans du surgissement des peuples, des révolutions, des contre-révolutions. C'est bien ça tout le paysage qui entoure, où les oligarchies, les pouvoirs menacés, c'est-à-dire quand on parle de l'État islamique, on oublie qu'il faut l'insérer dans un paysage de contre-révolution. Comment on voit, avec cette tendance qu'ont les dirigeants de droite ou d'extrême droite israéliens à voir Israël comme une île, comme un monde à part, comme une pointe avancée d'un Occident éclairé face à un monde de barbares. Barak avait dit une villa dans la jungle. Oui, alors, mais ce ne sont pas que la droite et l'extrême droite. Il y a en effet ce propos de Barak où on voit l'idée d'une guerre sans fin et comme c'est un poste avancé de l'Occident. Alors comment on voit ça du côté d'Israël? Comment vous l'analysez? Il y a la communication
gouvernementale israélienne. Nous sommes menacés de partout, Daesh, le Hezbollah, le Hamas. On vous fait régulièrement le compte des missiles, de 100 000 missiles dont dispose le Hezbollah qui menace l'ensemble du pays. Le Hamas en aurait pas mal aussi. Et puis il y a une réalité qui est autre. La réalité, c'est jamais la coopération militaire entre Israël et l'Égypte n'a été aussi serrée, aussi proche. L'Égypte du général Sisi. Oui, absolument. Le Hamas est décrété organisation terroriste en Égypte. D'ailleurs, c'est une des causes de la dernière guerre à Gaza. Les Égyptiens ont bloqué tous les tunnels de contrebande et de passage de denrées qui permettaient au Hamas de prélever sa dîme et donc de payer ses fonctionnaires. Même la valise d'argent venue du Qatar ne pouvait plus passer pour payer les fonctionnaires et les combattants du Hamas. Tout était bloqué. Les Israéliens commencent à se dire c'est pas mal. Le Hamas s'est tourné vers l'autorité autonome en disant allez, on signe la réconciliation. Grande surprise à Ramallah, ils veulent la réconciliation. Nos amis à Ramallah étaient complètement surpris, qu'est-ce qu'il leur prend? Ensuite, ils ont demandé à Abbas, est-ce que vous pouvez payer nos salaires? Ah non, c'est pas possible. À ce moment-là, on a eu l'enlèvement de 3 jeunes Israéliens près de Hébron et Netanyahou a la grande idée, ils sont coincés côté Égypte. Eh bien, moi, je lance une campagne d'arrestation en Cisjordanie. Et là, le Hamas... Arrestation de Hamas, des dirigeants du Hamas. Et là, le Hamas commence à lancer des requêtes. Netanyahou s'inquiète, il ne veut pas de crise maintenant. Il a fait 8 ou 9 propositions de cessez-le-feu. Mais Mohamed Deif, le chef militaire du Hamas, n'avait aucune raison d'accepter ça parce que chaque journal télévisé faisait baisser le soutien à Israël. Donc... oui, d'abord, Daesh ne menace pas directement Israël. Jusqu'à présent, Daesh a tué beaucoup plus d'Arabes que d'Israéliens et de Juifs. Les attentats qui ont eu lieu en Europe, Paris et la Belgique, c'est par rapport à ce qui se passe au Proche-Orient. C'est terrible, bien entendu, Charlie Hebdo. Mais, je ne sais pas, en Libye, on a eu des massacres de chrétiens, de coptes égyptiens. Des dizaines. En Syrie, en Irak, tous les jours jusqu'à maintenant. Israël n'est pas directement concerné par Daesh. Et au plan stratégique, le Hezbollah et Israël aujourd'hui se dissuadent mutuellement. Actuellement, en tout cas, le Hezbollah est plutôt occupé en Syrie et ailleurs et n'a pas intérêt à se lancer dans une opération une provocation vers Israël. Ça se terminera encore une fois très mal avec d'importants dégâts à Beyrouth notamment. Le Hamas, alors Gaza, c'est la catastrophe humanitaire. Les généraux israéliens tentent d'expliquer qu'il faut essayer d'envoyer quand même des matériaux de construction et d'alléger un peu la pression. Pour la première fois d'ailleurs, ils ont autorisé les exportations de Gaza de fruits et légumes en Israël. Ça faisait des années que ça ne s'était pas fait, mais la pression est énorme. Et comme tu as parlé de la jeunesse de Gaza, la jeunesse de Gaza est une jeunesse perdue, qui ne sait pas quoi faire. On a des dizaines, parfois des centaines de jeunes Palestiniens qui arrivent à s'échapper par un des tunnels qui restent, arriver en Égypte, arriver sur un bateau quelconque et se noyer en Méditerranée. 300 se sont noyés en Méditerranée. 300 types de Gaza. Ce sont des drames humains épouvantables. Comme s'ils voulaient échapper à cette prison à ciel ouvert, comme s'ils étaient en otage. Absolument. Je voudrais juste ajouter sur ce que vient de dire Charles, c'est qu'à côté de cette analyse, il y a l'opinion israélienne. Vous devez comprendre, et je vais citer quelqu'un qui connaît bien la société israélienne, qui est Sylvain Sipel, que le mur qu'Israël a construit, il n'a pas seulement emmuré les Palestiniens, il a emmuré les Israéliens. Son livre s'intitule « Emmuré », il a déjà quelques années d'âge, mais il essayait de dire, en analysant d'ailleurs la situation, que les Israéliens ne voient pas ce qu'il y a au-delà du mur. Ils ont construit le mur pour ne pas voir ni les Palestiniens, mais ni les Arabes non plus. Donc, c'est Netanyahou qui dit, parce qu'il rejoint la propagande de droite européenne, nous sommes dans une guerre de civilisation. C'est M. Bush, style israélien, nous sommes dans une guerre de civilisation contre le mal et
et nous sommes dans le camp judéo-chrétien. Mais la société israélienne ne voit pas le monde dans lequel elle vit. Même s'il y a 20% de citoyens israéliens, normalement, de citoyens arabes israéliens. Oui, bien sûr. Il y a 1,5 million de citoyens palestiniens israéliens. Il y a une grande partie de citoyens qui ne sont pas dans la même idéologie que M. Netanyahou, qui sont plutôt des gens qui voudraient la paix, mais ils sont tellement pris par le fait qu'ils mangent bien, ils travaillent bien, ils voyagent bien, ils ont tous les conforts du monde. C'est un cas colonial typique. Les colonisateurs ne voient pas l'environnement dans lequel ils vivent, parce que c'est des sous-hommes. C'est tout simplement ça. Et c'est comme ça qu'ils regardent les Libanais, les Syriens, les Irakiens. Ce qui les intéresse, c'est l'accord militaire avec le gouvernement égyptien. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'est-ce qui gronde en bas. Et ils n'apprennent pas des leçons. Il y a une forme de schizophrénie. Et lorsqu'ils sont déprimés par la situation, vous savez où ils vont? Dans les ashrams, en Inde ou sur les montagnes au Pérou. Tous les jeunes Israéliens sont tellement stressés parce qu'ils vont 3 années à l'armée qu'ils vont, et beaucoup d'ailleurs ne reviennent pas. C'est une situation qui est intenable même pour un pays fort comme Israël. La situation coloniale enferme celui qui colonise. Alors, colonial, même si on utilise le mot de colonie, les choses sont plus compliquées. Laïla voit ça en noir et blanc. D'abord, il y a un problème de la gauche israélienne. La gauche israélienne qui effectivement a commis un certain nombre d'erreurs, mais elle a fait face à un fondamentalisme, le fondamentalisme religieux juif, et qui a su utiliser la démocratie à fond. C'est la même chose d'ailleurs pour le Hamas. Vous savez, tu as parlé des élections en Palestine. Oui. Il y avait un 2006, rapport des services israéliens à Sharon à l'époque, disant qu'il n'y a aucune raison pour que nous autorisions le Hamas à présenter des candidats. Logiquement, le Hamas s'oppose, combat les accords d'Oslo, et les élections entrent dans le cadre du processus d'Oslo. Donc il n'y avait aucune raison de les autoriser à participer à ce processus d'Oslo pour le détruire de l'intérieur. Et personne ne leur a d'ailleurs sorti cet argument. Sharon a autorisé le Hamas à présenter des élections. Ça l'a arrangé. Pour nuire à Arafat à l'OLP. Et à l'OLP. Vous savez, au moment du retrait de Gaza, Abbas a demandé l'autorisation de déployer un bataillon de police supplémentaire à Gaza, pensant que les forces qu'il avait sur place seraient absolument insuffisantes pour faire face justement au Hamas. Il était question aussi de changer les armes des policiers palestiniens. C'était des rapports aussi bien des services israéliens qui ont été publiés dans la presse israélienne que de la CIA qui suivait les choses. Sharon et Olmert, Premier ministre, ont refusé. Et ce qui devait arriver arriva. Et le chef de cabinet d'Ariel Sharon à l'époque, le maître Dov Weissglass, a déclaré dans une interview au quotidien Haaretz, il faut que les colons arrêtent de protester contre le retrait de Gaza, tout simplement parce que ce retrait unilatéral est destiné à mettre le processus dans le formol. Oui, exactement. Ça a été fait. Charles, comme on est parti de, je redis le film, Au nom du temple, que chacun peut voir sur Mediapart, sur justement ce que vous venez de dire, votre film, inspiré d'un livre sur le messianisme juif au cœur d'Israël, est-ce que quand même tout ce qu'on vient de se dire, vous qui avez rejoint Israël, qui êtes devenu citoyen israélien, qui avez fait l'Alia, comme on dit, est-ce que ça ne pose pas la question de comment, par rapport au projet national juif au départ, il y a eu une sortie de route qui se trouve d'ailleurs dans un cliché journalistique quand on parle d'État juif, c'est-à-dire de ramener l'identité d'Israël non pas à une citoyenneté, mais à une origine. Ce qui est évidemment un immense blocage, y compris dans la tête de ceux qui adhèrent à ça, à l'idée que nous sommes d'abord égaux en droit, quelle que soit notre origine. Écoutez, oui. Maintenant, en Israël, actuellement, d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu des élections et la coalition gouvernementale a éclaté, c'était la volonté de Benjamin Netanyahou de redéfinir la nature même de l'État d'Israël en État-nation du peuple juif. Donc ça exclut tout autre. Ça exclut des droits nationaux pour un autre peuple. Vous voyez bien que ça peut en retour faire d'autres États ethniques ou religieux. Bien sûr. Y compris alors terroristes. que la déclaration d'indépendance prévoit l'égalité
pour tous, la déclaration d'Israël, quelle que soit la race, l'origine, le sexe, etc., et assure la liberté de conscience, la liberté de religion. Oui, c'est vrai, le pays va vers ça. Quelqu'un de gauche doit lutter. Maintenant, la notion d'être juif, ce n'est pas seulement une notion religieuse. Je me considère comme juif par ma famille, par ma culture. Je ne suis absolument pas religieux. Et je pense qu'au nom justement de ma culture juive, mon travail est d'essayer d'être le plus chercheur possible de la réalité et de la montrer, quelles qu'en soient les conséquences. Je crois que c'est ça. Je crois que quand on aime un pays, quand on aime son pays, l'aimer, c'est savoir et pouvoir le critiquer. C'est ce que je peux encore faire. Je le fais sur France 2, je le fais aussi là-bas, je le fais dans des livres et ailleurs. Je crois que c'est ça, un véritable combat de gauche en Israël. Le problème, c'est que voilà, le pays se développe, le pays est de plus en plus religieux. Il faut dire aussi que l'Europe et les États-Unis n'aident pas les ONG de gauche en Israël, qui de plus en plus ne reçoivent pas de budget. Ça ne marche pas. Il y a un énorme problème avec les ONG palestiniennes qui luttent contre l'occupation, qui aujourd'hui refusent de coopérer avec les organisations israéliennes de gauche qui luttent aussi contre l'occupation au nom du refus de la normalisation. Parce que normalisation, ce serait collaborer contre l'occupation. Ça devient absurde. Et une ONG à laquelle je participe, Keshev, qui recherche la propagande dans la presse israélienne, qui recherche les papiers, les fausses nouvelles, les faux arguments, eh bien écoutez, on ferme boutique parce que l'aide n'arrive plus. Et parce qu'il y a des pressions sur l'Union européenne qui la droite a des projets, a des propositions de loi pour empêcher ces organisations de fonctionner. Je suis désolé, on arrive à la fin, on vous écouterait encore des heures. Je suis sûr que René avait encore plein d'autres questions. Mais bon, merci vraiment de cet entretien riche. Et ce que vous avez dit à la fin sur aimer son pays, c'est le critiquer et montrer des réalités. On pourrait le dire ici. Et au fond, c'est cela, être des vrais patriotes et non pas des nationalistes fermés aux autres. Je ne peux pas finir l'émission sans signaler sur Mediapart un article d'Antoine Perrault sur ce livre-ci. Voilà, il se trouve que c'est votre compagne, Danielle Krigel, mais qui fait au même moment ce livre, La moustache de Staline. N'y voyez aucune allusion médiapartienne. La moustache de Staline, qui est le mot qu'a employé Antoine, il a dit un livre épatant. Lisez cet article avec l'entretien vidéo. Justement, elle est arrivée en Israël en 80 avec sa propre histoire qu'elle raconte, issue d'une famille qui fut communiste, puis après avec une personne que tout le monde connaît dans le paysage intellectuel français, Annie Krigel, qui est devenue, avec le même, pourrait-on dire, logiciel politique, une défenseuse d'Israël comme elle a défendu l'Union soviétique. Et donc, Danielle Krigel nous raconte la société israélienne, mais pas comme le journaliste, à hauteur d'ordinaire, à hauteur de... Voilà, et l'entretien se résume par cette phrase « Hélas, Israël est en train de s'éloigner de l'universel, de ce qui est dans le partage, ce que nous faisons ici, dans un journal sans frontières, entre Palestiniens, Israéliens, Français, dans la multiplicité de nos origines, de nos cultures, de nos croyances. » Merci. Et rendez-vous à 20h30 pour la suite avec le grand débat.